prends le micro, d'accord. Très bien. Bonjour. Alors, je voudrais simplement dire quelques mots en tant que vice-présidente culture et culture scientifique de l'UGA. Je suis Marie-Christine Bordeaux. Juste quelques petits mots, d'abord pour vous souhaiter la bienvenue dans ce séminaire, souhaiter la bienvenue au CCSTI, que nous sommes très heureux d'accueillir dans ce lieu et sur cette thématique, la démarche innovation et recherche responsable. Et nous sommes non seulement heureux de vous accueillir, d'accueillir le CCSTI, mais d'être partenaire du CCSTI pour cette première séance, parce que nous espérons que c'est le début d'une suite de collaboration entre nous. Alors, vous connaissez la thématique qui nous rassemble. Il ne s'agit plus de faire de la recherche pour la société en définissant pour elle ce qu'est le progrès et l'horizon souhaitable de la société, mais de faire la recherche avec la société. C'est dans ces termes que la conférence Science, Innovation et Société, qui a donné lieu à la Déclaration de Rome, a défini ce qui a vocation à devenir un tournant dans les politiques de recherche, c'est-à-dire l'engagement des acteurs sociétaux dans les processus de recherche et de développement. Dit comme ça, c'est très œcuménique. Pratiquer au quotidien, c'est plus compliqué, parce que c'est une nécessité, mais c'est aussi un risque à plusieurs niveaux. Les risques de l'instrumentalisation, d'actions alibi, ou alors d'une recherche pilotée en direct par les acteurs sociaux. Et en tant que responsable d'un arc, et il y a parmi nous Grégoire, je ne sais pas où est Grégoire, voilà, qui pilote un autre arc. C'est vrai que nous avons pu tricoter le rapport science-société dans les arcs, mais avec une très grande indépendance scientifique, académique et, je dirais, intellectuelle. Alors aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de travailler justement avec la société civile, qui est représentée non seulement par le CCSTI, mais aussi par des acteurs qui sont à l'interface de la recherche et de la société, comme le Café Sciences et Citoyens de Grenoble, dont je salue la présence parmi nous. Donc nous souhaitons poursuivre cette collaboration, poursuivre ce dialogue avec le CCSTI et tous les partenaires concernés. Et pour cela, il me semble que les acteurs de la culture scientifique et technique ont un rôle important à jouer, parce qu'il ne suffit pas de décréter qu'on va faire ensemble, établir ensemble un dialogue sur les finalités de la recherche, mais il faut être aussi capable de le faire dans l'esprit d'un débat public, c'est-à-dire non pas dans un affrontement face à face, fondé sur des prises de position idéologiques, mais sur la capacité de construire ensemble. C'est bien cela l'objectif et l'enjeu des sujets qui vont être traités au cours de cette journée. Donc, bienvenue au CCSTI. Merci de nous avoir proposé d'être partenaire de cette journée, et excellente journée à tous. Merci Marie-Christine. Je me présente, je suis Laurent Chiquano, directeur du CCSTI, la CASMAD. Donc CCSTI, ça veut dire Centre culturel scientifique technique industriel, ou Centre de culture scientifique technique industrielle. Oui, voilà, c'est pas très... toujours un petit peu compliqué. Juste vous dire quelques mots en introduction, à la fois pour bien remercier déjà l'UGA pour cette effectivement organisation de cette première opération action sur cette thématique de la recherche et de l'innovation responsable. Remercier également la MSH Alpes qui nous accueille ici toute la journée, donc dans cet auditorium plutôt qu'amphithéâtre, et également pour cet après-midi, puisque nous serons plutôt en mode atelier, donc répartis dans plusieurs salles ici. Kissia Ravanel, donc, qui est notre chargée de projet européen au CCSTI, et qui est la cheville ouvrière de cette journée. Merci Kissia, nous expliquera un peu tout à l'heure plus en détail comment ça va se dérouler, et finalement qu'est-ce qu'on va essayer de réussir à atteindre tous ensemble aujourd'hui à travers ce séminaire sur la recherche et l'innovation responsable. Un objectif qui se veut le plus concret et le plus opérationnel possible. Et juste en introduction, je voulais vous dire quelques mots pourquoi nous sommes ici, nous, en tant que Centre de
culture scientifique, où certains d'entre vous ont peut-être encore cette idée que, et c'est un grand débat, que nous sommes un centre de vulgarisation scientifique, et que donc quel rapport avec les questions liées à l'éthique, quel rapport avec les questions liées avec le genre dans la recherche, quel rapport avec les questions liées au dialogue sociétal. Et donc pour vous dire un petit peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui, il se trouve que nous avons été comme beaucoup d'acteurs de la médiation scientifique, comme on dit, depuis les années 90, on parlait d'animation scientifique avant, on parle plutôt aujourd'hui de médiation scientifique. Ce glissement sémantique est venu essentiellement à travers ce qu'on a appelé aussi les controverses socio-techniques, c'est-à-dire comment gérer la question de la vulgarisation scientifique face aux controverses sur les OGM, face aux controverses sur les nanotechnologies, puisque sur Grenoble, c'est un sujet qui nous a, on va dire, heurté de plein fouet, un peu tous, les uns et les autres, et donc qui nous a fait tous et toutes réagir, chercheurs, techniciens, ingénieurs, politiques, mais aussi médiateurs et animateurs scientifiques, puisqu'il s'est avéré assez rapidement qu'il ne suffisait pas d'expliquer les atomes pour expliquer les controverses sur les nanotechnologies, qu'il ne s'agissait pas simplement de faire de la physique, de la vulgarisation de la physique, même si évidemment il faut le faire, bien sûr, il faut réussir à partager les savoirs avec tout le monde, mais que ça ne suffisait pas pour expliquer les controverses, et notamment pour pouvoir à la fois prendre parti, mais même avant de prendre parti, se faire sa propre idée, se faire sa propre opinion face à ce qui est en train de se dérouler dans l'espace public, dans les médias, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette société où la science n'est pas simplement un problème de connaissance, la science ne pose pas simplement un problème de compréhension et de connaissance scientifique et de culture scientifique au sens de la vulgarisation pour la société, mais elle pose aussi un problème, des questions en matière de dialogue, d'interaction, et ça va être le sujet aujourd'hui. Je pense par exemple aux questions liées à la robotique et aux questions liées aux intelligences artificielles. Ok, c'est bien de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, c'est nécessaire, c'est important, mais est-ce que ça suffit pour pouvoir décider collectivement à une échelle qui peut être locale, qui peut être nationale ou européenne ou plus globale, de ce qu'on a envie réellement de faire avec ces intelligences artificielles, avec ces algorithmes, et comment on va se positionner, comment on va les utiliser au-delà de simplement les enjeux, encore une fois, de compréhension. Donc, ce tournant un peu de la participation, comme on a dit pour les sciences humaines et sociales, il a aussi lieu dans le monde de la culture scientifique et technique en particulier. Et donc c'est cette approche que la Commission européenne, l'Union européenne a souhaité mettre en avant, valoriser depuis maintenant plusieurs années, puisque ça remonte presque à une bonne dizaine d'années, puisqu'un des premiers projets autour des nanos et du débat social, c'était le nanodialogue, donc Alexis Greenbaum, ici présent, s'en souvient sûrement. Ce projet date de 2004-2005, donc c'est vraiment un des premiers projets financés par l'Europe pour soutenir, au-delà de la vulgarisation scientifique, le débat public, le dialogue sociétal entre chercheurs, ingénieurs et représentants de la société civile. Et donc cette dynamique de la participation, aujourd'hui, elle se traduit à travers cette vision RRI. Alors c'est un peu compliqué pour nous Français de dire en anglais RRI, ça fait un peu bizarre. Responsible Research and Innovation. Donc innovation responsable, recherche et innovation responsable. Donc c'est cette vision sur laquelle on vous propose de débattre aujourd'hui, de discuter aujourd'hui, à travers une méthode assez simple et des outils assez simples qui sont issus d'un projet aussi européen financé donc par la Commission qui s'appelle RRI Tools, donc la boîte à outils RRI, donc Kissia va nous parler tout de suite après. Donc cette boîte à outils qui est destinée à aider, accompagner, inspirer, servir de référence à tous les acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs scientifiques, les acteurs de la société civile, politique, mais aussi économique, également politique, oui j'ai déjà dû le dire, économique et il m'en manque un, éducatif, voilà, n'oublions pas, les acteurs éducatifs pour s'emparer de ces enjeux et surtout les mettre en œuvre, donc réaliser des actions, leurs actions de manière plus responsable. Alors je commence à mettre des guillemets parce que c'est là que le débat arrive. Est-ce que ça suppose que nous n'étions pas responsables avant que l'Europe nous envoie tous ces beaux kits? Évidemment non, donc on se place absolument pas dans cette position. Il s'agit de faire le procès de personne, bien évidemment. D'au contraire réfléchir sur nos pratiques qui sont déjà en grande partie
Alors évidemment, ça dépend des disciplines, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des personnes, des sensibilités, mais toutes ces pratiques qui sont déjà responsables pour une bonne part, l'enjeu c'est de voir comment peut-être les optimiser, comment mieux les partager et comment dans les nouveaux programmes de recherche et dans les interactions qu'on peut avoir, que vous avez avec la société civile, comme on dit, hein, mais organisée aussi, c'est-à-dire avec les politiques, avec, on parlait de développement territorial à l'instant, avec Grégoire Fett. Donc dans toutes ces interactions, comment on peut associer peut-être encore mieux toutes les parties prenantes, comment on peut être encore plus inclusif et comment on peut finalement faire en sorte que la recherche scientifique soit la mieux partagée et la mieux appropriée par toutes et tous. Voilà un petit peu l'objectif, la perspective qui est posée par ces enjeux de recherche et innovation responsable. Et voilà, nous, en tant que Centre de culture scientifique, technique, industrielle, voilà aussi pourquoi on s'intéresse à cette vision, à cette approche, parce que pour nous, elle a beaucoup de sens, hein, elle nous parle beaucoup sur l'action locale. Et je terminerai juste par faire un clin d'œil aussi, enfin plus qu'un clin d'œil, mais parler quand même aussi de la dynamique du numérique et de la dynamique de la médiation numérique et de comment le numérique donne la parole à beaucoup d'entre nous, comment le numérique bouleverse aussi ces échanges, ces rapports entre sciences et société. Et dans la recherche et l'innovation responsable, il y a tout un volet qui concerne l'open source, l'open science, l'accessibilité, l'accès aux connaissances et l'accès au savoir de manière ouverte et renouvelée. Et ça aussi, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à la CASMAT. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je pense qu'on va avoir une journée assez passionnante. Là, j'ai juste un trou. Est-ce que je te rends le micro ? Voilà, je vais présenter tout de suite donc notre premier conférencier. Donc pour introduire cette journée, on a souhaité demander à Alexis Greenbaum, qui est chercheur au CEA, au LARCIM, à la fois docteur en physique et puis en philosophie, de venir nous faire une petite introduction autour de cette question de la responsabilité, de la notion de la responsabilité dans les sciences. Alexis, parmi ses nombreuses recherches et ses nombreuses publications et nombreux travaux, travaille également à la CERNA, donc la commission d'éthique de la recherche sur le numérique de l'Alliance Alistène. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons souhaité l'inviter, pour aussi bien montrer, enfin bien rappeler que les questions d'éthique ne concernent pas que les sciences du vivant. Bien sûr, elles sont extrêmement importantes dans les sciences du vivant, mais elles ne concernent pas que les sciences du vivant, elles concernent aussi les sciences du numérique et toutes les sciences de manière générale. Voilà, donc Alexis, 25 minutes à peu près pour... Oui, non, je voulais juste vous signaler que la conférence d'Alexis sera filmée et enregistrée. Donc... en fait, Alexis, vous allez être obligé de vous mettre là, puisque c'est là que les caméras vont vous filmer. Voilà. Carrément derrière. Carrément derrière. Bon, c'est comme vous voulez. Et puis, pour les gens qui vont poser des questions, vous serez enregistré au niveau vocal. Vous ne serez pas filmé. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Bonjour, merci Laurent pour cette introduction et merci pour votre accueil. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, celle de physicien, celle de philosophe, celle du membre de la CERNA, commission d'éthique pour la recherche en numérique de l'Alliance Alistène, également celle du participant français d'un autre projet européen. D'ailleurs, tu vas parler du projet AI Tools, il y a un autre projet AI Practice qui démarre, donc il y a un ensemble de projets européens sur ces différentes questions. Nous sommes ici, d'ailleurs, il y a ma collègue de Saclay, Marie van der Merch, qui participe aussi à ce projet sur l'innovation et la recherche responsable, à un autre projet. Ce que je vous propose, malgré ces différentes casquettes aujourd'hui, c'est une réflexion personnelle. Qui n'est pas celle du CEA malgré les graphismes que vous voyez, mais celle de moi-même en tant que philosophe des sciences, si vous souhaitez. C'est une réflexion sur la responsabilité qui concerne, vous allez voir, un peu toutes les 5 clés, comme on dit, de la notion de RRI, de recherche innovation responsable. Mais ça, j'imagine que tout à l'heure, on aura beaucoup de temps pour discuter des clés, de la structure de cette notion, etc. Alors, la responsabilité. En 2011, oui, je clique où? Je clique là.
Je clique là. C'est parfait, ouais. En 2011, vous vous en souvenez peut-être, c'est la panique dans les aéroports français, la grippe aviaire arrive. La grippe aviaire H5N1, je vous rappelle. Hein. Vous vous souvenez peut-être de cet acronyme H5N1. Alors, la grippe aviaire arrive, panique, 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 panique. On entasse des médicaments, on se prépare à l'épidémie, on pense que ça va être gigantesque, peut-être comme la grippe espagnole en 1918. Vous vous en souvenez? Et puis, l'épidémie n'a pas vraiment eu lieu. Vous vous en souvenez aussi peut-être? Oui, il y a eu beaucoup de craintes, mais pas vraiment d'épidémie. Alors pourquoi n'a-t-il pas eu d'épidémie? On peut dire parce qu'on s'est très bien préparé, etc. etc. Bon, d'accord, ça c'est une réponse possible. Mais il y a une réponse scientifique aussi à cette question. Parce que contrairement à la grippe saisonnière H1N1, la grippe H5N1, la grippe aviaire, ne se transmet toujours pas entre les humains par la voie aérienne, par la voie capillaire. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est malade avec cette grippe-là, normalement, vous ne tombez pas malade juste en discutant avec la personne. Contrairement à la grippe saisonnière. D'accord ? Quand vous êtes chercheur en biologie ou en biomédecine, ça doit vous intéresser. Pourquoi cette souche de grippe n'est-elle pas transmissible par la voie aérienne entre les humains, tandis que la grippe saisonnière, elle, est parfaitement transmissible? Alors, comment, quand vous êtes chercheur, répondez-vous à cette question? Vous allez essayer de dire exactement ce qui est différent dans la H5N1 par rapport à la H1N1, donc à la grippe saisonnière, pour rendre cette grippe non transmissible par la voie aérienne. Donc, vous allez déjà séquencer le génome de H5N1 et puis vous vous rendez compte, oh là là, ce génome est extrêmement différent du génome de la souche saisonnière. Vraiment, il y a énormément de différences parce que H5N1 et H1N1, c'est pas pareil. Donc, quand vous les comparez, vous ne pouvez pas tout de suite conclure que c'est telle différence dans le génome qui rend le virus transmissible par la voie aérienne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous êtes quand même chercheur, donc vous cherchez de la connaissance, vous cherchez à comparer cette souche H5N1 avec quelque chose qui est transmissible par la voie aérienne. Mais vous savez que comparer avec H1N1, ça ne marche pas. Alors vous voulez comparer avec quelque chose de très proche, mais quand même transmissible. Et donc vous allez créer une souche H5N1 de la grippe aviaire transmissible par la voie aérienne. Et comme ça, en comparant les deux, n'est-ce pas, en comparant les génomes, vous allez pouvoir dire, c'est ça, cette partie du génome qui est responsable de la transmission par la voie aérienne. Vous n'allez quand même pas faire d'expérience sur les humains, d'accord? Et pour ça, on a les furets. Alors, les furets, c'est un modèle de transmission aérienne du virus de la grippe entre les humains. Donc, on ne sait pas, c'est un modèle qu'on croit bon. Et ces deux chercheurs, le Hollandais Ron Fouchier qui travaille à Rotterdam et indépendamment l'Américain d'origine japonaise Yoshi Kawaoka qui travaille dans le Michigan, ont donc réalisé ce projet de recherche scientifique. Comment savoir ce qui est responsable dans la H5N1 de la transmission aérienne? On va faire beaucoup de souches mutées. On va voir sur les furets laquelle est transmissible, donc avec des générations de furets, etc. On va utiliser ce modèle-là. Et puis, on séquence le génome de H5N1 transmissible, on compare et on publie le résultat dans Nature, dans Science. Donc, le groupe hollandais européen a soumis le résultat dans une revue American Science. Le groupe américain a soumis son résultat dans la revue européenne Nature. Alors maintenant, quand vous êtes rédacteur de Science, par exemple, est-ce que vous publiez ce résultat? Est-ce que vous publiez la séquence du génome en disant c'est ça la partie de la grippe aviaire transmissible responsable de la transmission par la voie aérienne entre les furets, et on pense que c'est un bon modèle pour les humains. Vous voyez, d'un côté, on a cherché à augmenter nos connaissances, clairement. C'était un projet qui avait une visée purement scientifique, qui visait à augmenter les connaissances, à
dire aux autres scientifiques comment est formé cette virus de grippe aviaire et donc qu'est-ce qui est dedans, responsable de quoi. Donc c'était vraiment une visée d'augmentation des connaissances, une visée scientifique, et à côté, on a créé une souche potentiellement pandémique, n'est-ce pas? Et donc, quand vous lisez la presse autour de cette histoire de la grippe aviaire, vous voyez que d'un côté, il y a des scientifiques qui disent oui, mais on avait un projet de science, un projet de recherche scientifique pour augmenter la connaissance. Notre finalité, c'était la connaissance. Et de l'autre côté, vous avez d'autres scientifiques, en particulier un virusologue de l'Institut Pasteur français, mais aussi en Angleterre ou ailleurs, des gens qui disent non, à partir du moment où un protocole génère un énorme risque, il faut pour le légitimer des avantages exceptionnels. Or, ici, on ne voit pas d'avantages. Et puis, il y en a d'autres qui disent, qui vont franco, qui disent c'est un travail mais absolument fou, très dangereux. Il est dû, si vous lisez ces citations, yes, there is a danger, but it's not arising from the viruses out there in the animals, it's arising from the labs of grossly ambitious people. Et donc, cette question d'ambition du scientifique qui cherche à augmenter la connaissance, mais au passage, il peut avoir des conséquences autres que celles qu'il recherche. Ça, c'est une des questions au centre de la réflexion sur la notion de la responsabilité du chercheur. Et quand vous regardez, c'est pas par hasard d'ailleurs, quand vous regardez ce petit schéma très populaire en Europe, la Commission européenne aime beaucoup ce petit schéma, c'est pas par hasard que le mot ambition se trouve tout en haut de la pyramide. Vous voyez ? Voilà. Alors, donc, comment peut-on concevoir, penser cette notion de responsabilité où d'un côté, les chercheurs font un travail de recherche pour augmenter la connaissance, et d'autre côté, la société peut ne pas être d'accord, la société peut y voir des dangers, la société peut évidemment mettre des contraintes, mais est-ce que les scientifiques à ce moment-là... Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire de la grippe, mais si ça vous intéresse, bien sûr, je serai prêt à continuer. J'ai tout un exposé de 2 heures sur la grippe aviaire. Mais la première façon dont on pourrait traiter donc, cette notion de responsabilité, c'est par ce qu'on appelle en éthique l'éthique déontologique. D'accord ? Donc peut-être que ces chercheurs auraient dû suivre des règles. En fait, ils ont sans doute suivi des règles préétablies. La déontologie, c'est une éthique fondée sur la conformité avec des règles, des principes préétablis. Alors, est-ce que votre action, votre décision répond ou pas à des règles préétablies? Et donc, on se demande si on peut traiter par cette approche déontologique, par exemple ce cas-là de la grippe aviaire, ou globalement le problème de la responsabilité du chercheur ou de l'innovateur. Et alors, la Commission européenne a tenté ça, d'ailleurs, sur le domaine des nanotechnologies que à Grenoble, vous connaissez très bien, enfin, nous connaissons tous. En 2008, la Commission européenne a publié ce code de conduite pour une recherche responsable en nanosciences, nanotechnologie. Je ne sais pas si quelqu'un ici a entendu parler de ce code de conduite. C'était vraiment une communication officielle de la Commission européenne qui, d'ailleurs, a été très modestement diffusée, mais à Grenoble, à l'époque, nous avons fait même un projet qui s'appelait Nanocode, donc à propos de ce code de conduite qui contient 7 principes généraux, 27 lignes directrices, vous voyez, des règles. Alors, est-ce que ça peut résoudre le problème de la responsabilité du chercheur? En particulier, il y a effectivement un principe sur la responsabilité, qui s'appelle en anglais accountability. Donc, il y a en anglais 2 mots pour responsabilité, liability et accountability, qui correspondent un peu à un seul terme en allemand ou en français, la responsabilité, donc légale et morale si vous voulez, en quelque sorte, même si accountability c'est pas complètement juste la responsabilité morale, mais ça peut aller au-delà. Alors voici un principe édicté par la Commission européenne: les chercheurs et les organismes de recherche doivent demeurent responsables pour les impacts sociétaux, environnementaux et sur la santé de leurs recherches pour les générations présentes et futures. Et quand vous lisez cela, en tant que chercheur, bien sûr, vous vous posez une question. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je demeure responsable pour les impacts de mes recherches sur les générations futures? Ça va jusqu'où?
c'est quelle notion de responsabilité? Est-ce que je suis légalement responsable, moralement, enfin, quelle est la notion derrière? Et donc, bon, c'est clair que sans limitation de durée, est-ce que Einstein est responsable de la bombe? D'accord, donc les questions que nous connaissons très bien. Einstein, clairement, je vais revenir, se sentait responsable de la bombe, mais évidemment n'était pas légalement responsable de la bombe. Donc il faut mettre beaucoup de précision pour cette notion de responsabilité, et donc une révision a été demandée qui n'a jamais été faite. La Commission européenne a un peu laissé tomber ce code de conduite, disant que bon, l'éthique déontologique, il faut la remplacer, ces codes de conduite, par un ensemble de mesures que nous appelons aujourd'hui recherche et innovation responsable. Et c'est d'ailleurs la genèse de cette notion de recherche et innovation responsable. Un chercheur à la Commission européenne qui s'appelle René von Schomburg a proposé justement de remplacer ces différents instruments par un ensemble de mesures, des codes de conduite, des standards, des systèmes de gestion de risque, etc. Et donc tout cela qu'on appelle aujourd'hui recherche et innovation responsable. Mais ce modèle déontologique, vous voyez, il se heurte quand même à un obstacle fondamental qui est celui de la durée et puis celui de simplement du caractère vague de ces principes qui sont très difficiles à appliquer à notre travail quotidien. Et puis je vous assure, sur la grippe aviaire toujours, on est allé en fait vérifier, l'Académie royale des Pays-Bas est allée vérifier le labo de Rotterdam qui était en parfaite conformité avec tous les codes de conduite et tous les principes que vous voulez. Bien. Alors, deuxième tentative de parler de la responsabilité, on veut dire, oh, l'éthique déontologique, ça ne marche pas. Alors, l'éthique conséquentialiste, peut-être, elle va nous proposer une solution pour le problème de la responsabilité. Qu'est-ce que l'éthique conséquentialiste? C'est une grande théorie éthique qui dit que le jugement sur un acte va dépendre des conséquences de cet acte. Ça, c'est très intéressant. Les conséquences sont à l'avenir, strictement dans le futur. Mais en fonction des conséquences, ce jugement pourra être un jugement du bien ou du mal, et donc qui ne peut pas être prononcé ici à l'instant T, mais dépend de l'avenir, dépend des conséquences. Alors, ce principe, cette éthique conséquentialiste est clairement à l'œuvre. Donc là, si j'étais très réservé sur la déontologie, je vais être un tout petit peu moins réservé sur le conséquentialisme. Le conséquentialisme est là, nous vivons avec lui tous les jours. Puis, il y a un tout petit problème, bon, il y a les grands principes conséquentialistes que vous connaissez, comme le principe de précaution par exemple. Et puis il y a un tout petit problème qui s'appelle le problème de l'incertitude. C'est que notre action, nos découvertes scientifiques, nos innovations et notre action en tant que chercheur ne déterminent pas l'avenir. Ces découvertes peuvent être utilisées de plusieurs façons. Et il y a une incertitude fondamentale. Alors, incertitude, bon, la première notion que vous connaissez très bien, celle du risque. Alors, qu'est-ce qu'un risque? Le risque, c'est quand vous connaissez, vous pouvez caractériser les conséquences. Donc, par exemple, les amplitudes des dangers possibles, mais également les probabilités. Alors, si vous pouvez caractériser vraiment et les amplitudes et les probabilités de différentes issues, de différentes conséquences, alors vous avez la notion de risque. Et bon, je dois quand même citer une de mes philosophes préférées, Hannah Arendt. Hannah Arendt dit dans la condition de l'homme moderne, un des grands livres de la philosophie des technologies du XXe siècle, elle dit quelque chose d'assez fondamental. Elle dit ce qui change avec les nouvelles technologies, bah pour elle, les nouvelles technologies à la fin des années 50, c'était pas encore les nôtres, hein. Mais sa vision est quand même très très claire déjà. En 1958, elle dit la condition humaine va être caractérisée non pas par la vulnérabilité de l'homme devant les machines, hein, parce que les machines sont grandes, faites de l'acier, et donc on est vulnérable, mais par l'incertitude par rapport à l'avenir. Et alors, cette incertitude, ce n'est pas le risque, parce qu'il y a d'autres types d'incertitudes qui sont bien plus fondamentaux. Par exemple, vous pouvez caractériser les conséquences, mais vous ne savez pas quelles sont les probabilités. Il est impossible de caractériser les probabilités. Et puis, plus loin encore, vous pouvez peut-être, même vous ne pouvez pas caractériser toutes les conséquences possibles, ou, comme avec le climat, le système fait partie de l'observateur, fait partie du système. Hein. L'humanité qui prend des décisions sur ce qu'elle va faire ou pas faire, en fait, elle fait partie du système écosphère.
l'atmosphère. Donc, vous voyez, l'observateur à l'intérieur même du système climatique, en quelque sorte. Donc, vous voyez que cette caractérisation objective extérieure du risque quantifiable, elle ne s'applique pas toujours. Et c'est ça aussi le problème du conséquentialisme. Le conséquentialisme, il fonctionne quand vous êtes à l'extérieur comme un observateur qui connaît les conséquences, ou en tout cas peut prévoir les conséquences, et sinon, que faire si ce n'est pas la déontologie et pas le conséquentialisme? Alors, il y a un troisième système éthique, la troisième théorie éthique, qui a un nom un peu provocateur, mais bon, je vais le prononcer quand même, mais je ne vais pas m'intéresser à ce nom-là. Il s'appelle, en théorie éthique, en philosophie, il s'appelle éthique des vertus. Mais je suis bien loin d'appeler aux scientifiques vertueux ici. Par contre, j'ai quand même envie de m'arrêter un instant sur la figure du scientifique. Et je vais faire ça, non pas avec Shakespeare, parce que Shakespeare déjà disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait « Oh, opportunity, thy guilt is great ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la figure même d'opportunité, la figure de cette possibilité de faire quelque chose, est en quelque sorte anthropomorphisée. Hein, vous voyez, elle devient une figure humaine. Et puis, un autre grand poète anglo-américain du XXe siècle, Winston Hugh Auden, écrivait ceci dans The Age of Anxiety, un très beau poème, d'ailleurs, que je vous recommande. Bon, il termine, donc ces quelques lignes de citation, en disant une banalité que nous connaissons très bien. The prudent atom, l'atome prudent, simply insists upon its safety now, security at all costs. Ça, on connaît très bien. Pas de données, pas de marché, sécurité, sûreté, etc. Mais il commence par dire nature rewards peerless leaps. Que sont ces sauts périlleux qui sont alors jugés rewards, hein, qui sont jugés comme étant beaux, qui méritent quand même une place dans l'histoire, peut-être, certainement un jugement positif. Et c'est là que nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose d'assez spécial dans le problème de la responsabilité, qui est l'attitude qu'on a envers, non pas les scientifiques, mais le chercheur, qui fait ce saut périlleux. Parce que le saut n'est pas fait par toute la science à la fois, et le saut, il est incarné, comme l'opportunité chez Shakespeare. Et ce jugement sur la personne va participer du jugement de la responsabilité. Et donc, on va s'intéresser pas seulement aux conséquences des actes, etc., mais aussi à la figure du scientifique. Alors, comment va-t-on s'intéresser à la figure du scientifique? Bon, il y a plusieurs notions, d'ailleurs, j'ai contribué à ce volume assez intéressant. Il y a plusieurs notions autour de la responsabilité et le chercheur au centre de cette responsabilité. Donc, la personne humaine qui fait ce saut périlleux. Bon, en particulier, je ne veux pas faire de panorama de toutes ces notions-là. En particulier, ce qui est très intéressant, c'est la différence, dernier point ici, entre prendre la responsabilité soi-même. Donc, moi, je prends une certaine responsabilité en tant que scientifique. Et être tenu responsable d'eux. Parce que très souvent, on est tenu responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait. Est-ce que moi, en tant que chercheur CEA, je suis responsable de Fukushima? Bon, légalement, pas vraiment, hein. Et je n'ai jamais pris cette responsabilité. Mais, alors, pas d'illusion, je suis sans doute tenu responsable par la société, par Madame Michu, Monsieur Dupont, etc. Alors, dans quel sens, je vais en parler dans un instant, mais dans quel sens peut-on comprendre cette différence entre prendre la responsabilité, donc il y a clairement une imputabilité de l'acte à quelqu'un, et être tenu responsable souvent de ce qu'on n'a pas fait. Alors, dans un instant, on y revient, mais pour y voir plus clair, je fais la distinction donc, entre ces deux notions. Alors, responsabilité individuelle et collective, première ligne ici, et puis responsabilité légale et morale, dont j'ai déjà parlé, donc la notion d'accountability et de liability. Et pour faire cette petite distinction, voici un petit tableau en haut de l'écran. Vous voyez, il y a donc 4 possibilités, individuelle, collective, légale, morale. Alors, individuelle, légale, bien sûr, cette responsabilité, nous la connaissons, c'est celle que je prends. Responsabilité individuelle, morale, c'est celle de Einstein. Einstein se sentait responsable, pourquoi pour la bombe? Parce que, non pas parce qu'il était légalement responsable, mais parce qu'il avait mis, lui, dans le monde,
les théories qui, plus tard, utilisées par les autres, ont permis au développement de la bombe. Et donc, c'est une sorte de responsabilité parentale, si vous voulez, hein, une responsabilité qui n'est clairement pas juridique, mais une responsabilité qu'on ressent, qu'on vit en tant que chercheur pour ce qui va être fait par les autres avec les innovations que nous avons introduites dans le monde. Et ça, c'est une responsabilité qui est tout à fait à l'œuvre, elle est morale, elle n'est pas du tout juridique, qui est tout à fait à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui, où on peut prendre plein d'autres exemples. Alors, la responsabilité collective légale, existe-t-elle? Non, c'est une notion nazie, c'est quand on fusille tout le village pour la faute de quelqu'un, d'accord, d'un seul. Vous allez me dire, et la responsabilité des organismes de recherche? Oui, bien sûr. Mais là, il ne s'agit pas de la responsabilité collective, mais de la responsabilité des personnes morales. Alors, en tant que personne morale, elle est individuelle, celle-là. Hein, c'est la responsabilité quand même individuelle, même s'il s'agit d'une personne morale. Collective, c'est vraiment un groupe, c'est vraiment plusieurs personnes autonomes et indépendantes. Par contre, la notion de responsabilité collective et morale, elle existe, contrairement à la notion juridique qui n'existe pas. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est aussi, encore une fois, Hannah Arendt qui vient nous aider ici, dans ses écrits à la fin des années 60. Elle définit cette notion, dans un débat avec Karl Jaspers d'ailleurs, mais peu importe. Elle définit, et cette définition, je pense, est très intéressante. Elle dit, alors, la responsabilité collective morale, c'est quoi? C'est quand vous êtes tenu responsable. Clairement, ce n'est pas une responsabilité que vous avez prise. Vous êtes tenu responsable de quelque chose. Et pourquoi êtes-vous tenu responsable? Au nom de votre participation à un groupe, à un collectif, que vous ne pouvez pas dissoudre. Je ne peux pas cesser d'être physicien. Je ne peux même pas cesser d'être chercheur CEA. Même si je démissionne, je serai quand même chercheur CEA dans le passé ou dans le présent. Et donc, vous ne pouvez pas dissoudre... Vous ne pouvez pas cesser d'être ingénieur, informaticien, physicien, scientifique. Vous participez à ce collectif. Et pourtant, même si vous n'avez pas fait, si l'acte ne vous est pas imputable, vous, quand même, vous êtes tenu responsable de ce que fait ce collectif et ce groupe. Mais alors, si cette notion n'est pas juridique, qu'est-ce qu'elle est? Comment peut-on la comprendre? Et Arendt nous répond très clairement à cette question. Elle est politique. Cette notion de responsabilité est une notion politique. Dans quel sens est-elle politique? Ce n'est pas au sens gauche-droite, d'accord, mais au sens de la vie de la cité, avec un grand C, au sens de polis en grec, de la vie de la cité. Alors, quelles conséquences politiques? Peut-être des nouvelles lignes de séparation, des nouvelles tensions, mais aussi la reconfiguration des budgets, des subventions, des financements, de l'attention de la société vers tel ou tel sujet, etc. Donc, l'ensemble des conséquences de la vie de la cité à cette notion de responsabilité politique. Et puis, pour terminer, j'ai encore 2 minutes. Bon, je vous raconte quand même une histoire. J'aime beaucoup les histoires. Alors, ça, c'est une histoire qui date d'avant Hannah Arendt. C'est une histoire que nous avons lue dans les manuscrits des populations juives de la vallée du Rhin du XIe, XIIe siècle. Bon. Pour ces gens, un peu par définition, ne me demandez pas pourquoi, mais je peux vous raconter pourquoi, le prophète Jérémie, que voici par Rembrandt, par Michel-Ange, à la chapelle Sistine, le prophète Jérémie était l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous. Et il ne pouvait pas se contenter de savoir qu'il était le plus sage et le plus intelligent, il avait besoin de le démontrer. Et évidemment, je vous pousse, il faut toujours interpréter le mythe et la légende, je vous pousse un peu vers l'analogie entre ce Jérémie de cette légende et le scientifique donc, dont nous venons de parler. Alors, il devait donc démontrer qu'il était l'homme le plus sage et le plus intelligent, il devait faire quelque chose que les autres ne pouvaient pas faire, il fait un homme artificiel. Ces hommes artificiels s'appellent dans la tradition juive des golems. Et ce n'est pas le golem de Prague que vous connaissez probablement, hein, c'est un autre golem. Alors, il fait son golem, et tellement haute était sa connaissance que ce golem se lève, il est parfait, il ressemble parfaitement à un homme naturel, et il peut même parler. Et aussitôt, il parle à Jérémie, et il lui dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» Ça, vous voyez, hein, c'est la question qu'on a aussi posée à quelques virusologues pour la grippe. Et Jérémie lui dit, écoute, je t'ai fait, toi, voilà, c'est tout. Hein. Et le golem, parce que ce n'est pas un nom propre, il n'a pas de nom propre.
c'est intéressant, il faut toujours interpréter le mythe, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de nom propre? Le golem lui répond, non, 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 non. À partir de maintenant, quand un homme rencontre un autre homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme né de père et de mère ou fait par un autre homme. Vous voyez, c'est une question qui n'est pas scientifique, hein. C'est une question éthique, juridique, morale, sociétale, comme vous voulez, hein, de brouillage des catégories qui jusque-là avaient été distinctes. Et Jérémie, bizarrement, n'y avait pas pensé. Mais comment est-ce possible que l'homme le plus sage et le plus intelligent n'y avait pas pensé, hein? Il était clairement pas bête. Hein. Ça, c'est aussi la légende ne répond pas à cette question. C'est à nous d'interpréter la légende. Et je vous invite à l'interpréter peut-être avec vos idées. Pourquoi Jérémie n'y avait-il pas pensé? Et puis, il demande au golem, bon, qu'est-ce que je fais alors moi? Et le golem lui dit, défais-moi. Il ne dit pas tue-moi, il dit défais-moi. Et ça aussi, encore une fois, c'est évidemment la différence entre une personne vivante et une machine. Comme l'histoire du nom. C'est la même chose. Et puis, Jérémie défait son golem. Je vous passe les détails des techniques, entre guillemets. Oui, excusez-moi, c'était ma place. Mais c'est pas grave. Et puis quoi? Et puis c'est la fin de la légende. Et le golem est défait, le monde est revenu en arrière à son état précédent, et vous allez me dire, non, 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 mais c'est très facile. Et puisqu'il faut terminer, je termine juste avec cette question-là. Jérémie avait un avantage fantastique de réversibilité que nous n'avons bien sûr pas dans nos actions en biotechnologie ou en numérique. On ne peut pas retirer les téléphones portables, tous les téléphones portables du monde. Et puis, avec les biotechnologies, vous connaissez très bien tout le débat. Si on sème quelque chose, bah alors on n'a plus de contrôle. Donc on a lâché le contrôle. Et donc on n'a plus de réversibilité de cet avantage légendaire de Jérémie. Et donc nous sommes obligés de faire mieux que Jérémie, parce que cette solution ne va pas être disponible, ce qui veut dire faire mieux que l'homme le plus sage et le plus intelligent par définition. Et alors, comment faire? Merci. Première question. Peut-être des interprétations, pourquoi Jérémie n'y avait pas. Un commentaire? Oui, moi, je voulais juste réagir sur la question de la responsabilité individuelle du chercheur que vous avez évoquée. Parce que, il me semble que la responsabilité, elle est au regard d'un système de valeurs et de motivation, et il n'y en a pas qu'un. Et le chercheur, il peut être confronté à différents systèmes, sauf que je pense qu'on ne peut pas, sauf être totalement schizophrène, agir en fonction de différents systèmes parallèlement, donc il faut choisir. Et moi, je pense, je vais avoir une référence plus prosaïque, mais je pense ce que j'appelle le syndrome du colonel Nicholson. Je ne sais pas si vous avez tous lu ou vu le pont de la rivière Kwai, où l'officier anglais, donc c'est les soldats anglais qui sont prisonniers, qui doivent construire un pont pour les Japonais, donc ils mettent leur cœur toute leur énergie à faire que le travail n'avance pas, et du coup ça chiffonne quand même le colonel Nicholson de voir ces soldats qui font du grand n'importe quoi, et donc il prend les choses en main et ils construisent, parce que c'est des Anglais qui sont des ingénieurs, ils font un superbe pont, et parallèlement il y a un commando qui est chargé de le démolir, et en fait le colonel Nicholson à la fin empêche la démolition du pont, parce que dans son système de valeurs, le sens du travail bien fait et de l'ordre, etc., l'a emporté sur son devoir de soldat. Et il me semble que les chercheurs aujourd'hui, les systèmes de valeurs auxquels on leur demande de se conformer au regard desquels ils sont évalués sont plutôt de l'ordre de ce qui a motivé le colonel Nicholson que celui disons d'un intérêt transcendant, c'est-à-dire qui ne serait pas celui de la science et de la connaissance en tant que telle, quoi.
Vous savez, une fois, un thésard est venu me voir en disant mon travail de thèse, c'est d'écrire un logiciel qui va suivre la propagation des liposomes en nanomédecine dans le sang pour la livraison ciblée des médicaments. Donc, vous faites un vecteur qui livre le médicament aux cellules cancéreuses, par exemple, dans le sang. Et donc, il travaillait sur un logiciel qui analysait les différents aspects de la propagation du liposome dans le sang. Et il vient me voir, il me dit, en fait, je me rends compte exactement, mais littéralement la même chose, mon logiciel, mon produit de mes recherches, peut être utilisé pour suivre la propagation des missiles dans l'eau, de mer, d'océan, etc., ou même dans l'air, bon, parce que c'est de l'hydrodynamique finalement. Qu'est-ce que je fais, me demande-t-il. Et la réponse à cette question, c'est vous qui décidez. Moi, je peux un peu élargir, et j'espère peut-être un peu enrichir le contexte de votre réflexion. C'est-à-dire, je suis là pour rendre un peu plus clair, un peu plus explicite les différents systèmes de valeurs, des normes, pas seulement les normes agissant juridiquement et écrites explicitement dans le texte, mais aussi celles et ceux qui sont un peu cachés, implicites derrière. Mais le jugement sera personnel. Et chacun va décider. Il est, à mon avis, très important de donner aux chercheurs, aux scientifiques, qui est intelligent, etc., il a fait des études, la possibilité de réfléchir à ce problème. Parce que l'éthique, avant d'être une histoire de coller des étiquettes, ça c'est bon, ça c'est mauvais, est une réflexion sur le changement de la condition humaine apporté par la technologie, par la nouvelle technologie. Et pour élargir le contexte de cette réflexion, on raconte des histoires, on établit des schémas, on introduit de nouvelles notions, etc. Et je serais très opposé, moi, à la fermeture, en quelque sorte, de ce choix des valeurs, choix des systèmes, chacun en connaissant au mieux ces évolutions de la société, mais aussi l'évolution des normes et des valeurs grâce aux nouvelles technologies qui sont introduites dans le monde, chacun doit d'abord réfléchir. Et pour moi, c'est la valeur suprême dans l'histoire de la RRI. Levez la main avant. Bonjour, merci pour votre exposé avec lequel je me sens très en accord à partir de travaux que je fais sur la responsabilité sociale de l'entreprise et des groupes de réflexion là-dessus. J'ai quand même un doute justement à partir de ces travaux sur les deux distinctions que vous faites entre individuel collectif d'une part et moral et légal. Parce que le légal naît aussi d'interrogations morales et induit lui-même des questions morales du type de celles que vous évoquez. Quel sens cela fait-il d'appartenir à un groupe qui par ailleurs peut avoir des actions, alors le groupe pouvant être un établissement public, une société commerciale, et inversement, la notion même de personne morale induit légalement une responsabilité collective, même si elle est incarnée par un gouvernement. Le groupe de Ron Fouchier à Rotterdam, dont je vous ai parlé, a voulu publier dans Science. Le gouvernement hollandais a dit « Ah bon ? Vous avez demandé une licence d'exportation en dehors de l'Union européenne, Science étant une revue américaine. Fouchier a dit « Mais dois-je demander une licence d'exportation pour publier un article dans une revue scientifique ?» Le gouvernement a dit « Oui, oui, bien sûr. » Fouchier est allé au tribunal. Il a fait procès au gouvernement, mais cependant, puisqu'il voulait publier, il a demandé cette licence-là. Le gouvernement l'a accordé avec, après une certaine rédaction de l'article, en disant que l'article ne pouvait pas dévoiler suffisamment de données pour que ce virus puisse être reconstruit, etc. Donc il y a eu beaucoup de censure. Mais l'autorisation a été donnée d'exportation en dehors de l'Union européenne.
Le tribunal, qui a regardé ça, a dit « Ah, vous voulez savoir si vous devez demander l'autorisation du gouvernement pour publier un article dans une revue de sciences. Mais vous avez demandé cette autorisation, n'est-ce pas? Et donc, de facto, vous êtes d'accord qu'un article de science puisse être un produit d'exportation. Bon, ils ont fait appel. On en est toujours là. La norme juridique n'est pas encore établie. Cette affaire continue de Fouchier et l'exportation des articles. C'est pour dire que, bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, la réflexion sur les nouvelles technologies va aussi mener à la création des normes nouvelles, où certaines vont devenir délétères, certaines vont disparaître, vont être remplacées. Et donc, il ne faut pas non plus penser que le système juridique est quelque chose qui est gravé dans le marbre, il est voulu. Mais en quelque sorte, comme disent d'ailleurs souvent mes collègues au comité d'éthique CERNA, sur les numériques, ils disent l'éthique vient avant le juridique. Bon, ça se discute, parce qu'il y a de l'éthique dans le juridique aussi. Mais qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Ça veut dire que la réflexion éthique, si quand vous dites éthique, vous comprenez la réflexion éthique, et pas juste l'histoire du jugement, cette réflexion éthique vient avant l'application des textes. Vous devez réfléchir avant d'appliquer les textes, parce que souvent les nouvelles technologies, et c'est le propre des nouvelles technologies, c'est de créer des situations qui n'ont pas de précédent. Oui, bonjour et merci pour votre exposé. Je voulais revenir sur une notion que vous avez abordée, donc l'éthique des vertus, pour expliquer donc la notion de responsabilité collective. Je voudrais savoir quel regard vous posez sur l'éducation, c'est-à-dire finalement, pour qu'on puisse réfléchir, ça s'improvise pas de réfléchir sur l'éthique. Donc bon, il se trouve que je fais à l'INPG un cours sur l'éthique de l'ingénieur. Je me rends compte avec des élèves de première année qu'ils ne sont pas du tout éduqués. Donc, il y a tout à faire. Ils arrivent au début de leurs études d'ingénieur et ils ne savent pas grand-chose. Donc, je voulais savoir votre regard là-dessus. Vous savez, quand j'ai dit éthique des vertus, je me suis corrigé tout de suite en disant je ne vais pas parler du scientifique vertueux. Mais quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un dialogue entre la science et la société, ou le scientifique, ce qui est important, c'est aussi de savoir si ce scientifique incarne des valeurs. Alors, quelles valeurs? Pas seulement la responsabilité, mais aussi la lucidité, par exemple, d'accord? Ainsi, la rationalité, bien sûr. Des valeurs qu'on voit derrière la figure du scientifique. Et parmi ces valeurs, il y en a une à laquelle je suis particulièrement attaché, et qui, pour moi, est un peu la clé de voûte de la question de l'éducation. Le scientifique, c'est quelqu'un qui aime, qui se régale dans les choses difficiles, qui aime la difficulté. La difficulté n'est pas à fuir. La difficulté, il faut y faire face, il faut travailler là-dessus, il faut faire de la science autour. Mais la difficulté, en soi, est une valeur du scientifique. On fait des choses difficiles. Et ça, on oublie trop souvent, surtout quand on fait de l'éducation, disons, secondaire, avant d'arriver à l'INP ou aux facultés universitaires. Et donc, voilà, pour faire le lien entre la première et la deuxième partie de votre question, je pense que une idée fondamentale que la société a largement oubliée depuis 40 ans, c'est que la difficulté est pas seulement à admirer, mais aussi à apprécier, doit être appréciée. C'est pour moi vraiment la réponse. Enfin, ça sonne un peu abstrait, et trop élevé, mais en réalité, quand vous regardez des vraies questions autour de l'éducation aux sciences, très souvent, c'est ça la réponse. C'est est-ce qu'on a appris à nos étudiants de chérir, de respecter, d'aimer, de chercher, de ne pas fuir la difficulté. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était super intéressante. Moi j'avais juste une question, parce que quand j'ai vu l'intitulé de votre présentation, qui est de savoir si la responsabilité était une notion morale plus que juridique et collective plus qu'individuelle,
j'étais un peu surpris parce que il me semble que la question de remettre la responsabilité du chercheur comme une responsabilité morale peut conduire assez rapidement à estimer que la décision qu'il y a à prendre vis-à-vis de cette action n'appartient pas aux mains de la société, mais appartient aux mains des spécialistes de philosophie morale ou des gens qui sont à même, eux, de juger ce qui est bien et ce qui est mal, alors que, de mon avis, c'est des questions qui sont plus politiques que morales. Et donc j'en viens à ce qui était super intéressant, c'est qu'à la fin, quand vous en venez à définir la responsabilité morale collective, vous dites qu'Hannah Arendt insiste bien sur le fait que c'est une notion politique, donc une décision qui est à prendre par la cité, du fait que ces décisions impliquent la cité. Et donc voilà, je voulais vous poser la question, c'était de comment est-ce que vous articulez précisément ces notions de morale et politique, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou non pour vous? À l'idée que le mot moral évoque une spécialisation, une expertise, un jugement réservé à des spécialistes de la morale, à cette idée, je serais frontalement opposé. Mais dans quel sens est-elle politique, cette responsabilité-là? Regardez, ça, c'est une boîte noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'utilisateurs, nous connaissons les entrées et les sorties. Nous, en tant qu'utilisateurs, enfin, vous voyez, M. Dupont et Mme Michu ne connaissent absolument pas, ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, tout le code qui a été écrit par des ingénieurs informaticiens, les transistors qui ont été faits par des physiciens, enfin, qu'est-ce que ça veut dire qu'un transistor, etc. Ils ne savent pas du tout. Donc ça, c'est une boîte noire, c'est un objet magique dans ce sens technique du mot magique. Ça veut dire qu'au sein de la société, il y a une nouvelle ligne de séparation qui se profile, qui est celle entre les utilisateurs, les profanes et les initiés. Parce qu'en tant qu'utilisateur, je sais que c'est une boîte noire, mais je sais qu'il existe des initiés qui savent. Et il y a cette nouvelle ligne de séparation entre les initiés et les profanes. Et ce n'est pas la séparation entre la gauche et la droite ou quelconque autre ligne de séparation politique. Ce qui est plus même intéressant, c'est que moi, en fonction des situations dans lesquelles je me trouve, je peux être utilisateur, mais je peux aussi être expert ou initié. Donc c'est la même personne humaine qui peut se trouver des deux côtés. Et du moment où vous avez une ligne de séparation qui structure de façon totalement nouvelle la vie de la cité avec un grand C, bah bien sûr, dès qu'il y a séparation, division, il y a aussi du conflit, de la tension, de la violence. Et pour moi, la grande question politique des nouvelles technologies, c'est comment peut-on comprendre, comment peut-on décrire, comment peut-on vivre dans ce monde qui crée des tensions politiques nouvelles, qui ne sont pas celles entre la gauche et la droite, mais qui sont celles entre les initiés et les profanes. Bonjour. Je voulais savoir en fait si vous aviez une analyse sur le procès des sismologues de l'Aquila et en fait ce que ça nous disait de cette responsabilité juridique et politique. Merci. Bon, écoutez, je n'ai pas spécialement étudié, j'ai lu la presse, cette question. Ce que je sais, c'est que c'est plus compliqué que cette conclusion un peu trop hâtive à laquelle certains sont parvenus en disant ces scientifiques ont été persécutés de ne pas avoir prédit un événement intrinsèquement incertain. C'est pas comme ça qu'il faut analyser cette situation. En fait, il paraît que les jugements qui ont été prononcés, etc., ont été fondés sur des arguments beaucoup plus rationnels et pas du tout de ce type-là. Donc la seule chose que je peux dire à propos de cette situation, sans avoir étudié en détail, c'est que ces conclusions hâtives, qui évidemment sont un peu sensationnelles, en réalité, semble-t-il, ne sont pas fondées quand on regarde ce qui s'est passé en détail. Encore une ou deux questions? Merci, Anne Perrin. Donc, oui, j'ai été étonnée que vous n'ayez pas parlé du risque environnemental, de ce concept. Vous avez parlé du risque en tant que notion où on connaît les probabilités, les conséquences.
Mais finalement, au cours du siècle dernier, s'est développé ce concept de risque environnemental qui est qui est lié intrinsèquement aux technologies, qui est pas, donc c'est pas des catastrophes naturelles, et dont les dommages sont différés, qui est réversible, et qui est notamment lié complètement à l'incertitude et à la science. Et finalement, sur les questions d'innovation et les questions de responsabilité envers le futur, c'est souvent de ce risque-là qu'il s'agit, c'est-à-dire dont justement on n'arrive pas à définir quel est le danger puisqu'il n'est pas avéré. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à définir la responsabilité à cause aussi de cette complexité du concept de risque? Un des pères fondateurs de l'éthique de l'environnement, Hans Jonas, qui était un théologien converti à l'éthique des nouvelles technologies. Hans Jonas, dans son livre Le principe responsabilité, définit ainsi le problème éthique des nouvelles technologies. Il dit le problème éthique, c'est un problème d'un décalage. Alors, quel décalage? Entre, comme il l'appelle, la préconnaissance certaine des conséquences, c'est-à-dire notre possibilité de connaître les conséquences de nos actions, et notre pouvoir technique, la vitesse de notre pouvoir technique et la vitesse à laquelle nous pouvons prédire, nous pouvons connaître les conséquences. Et finalement, c'est le problème de l'incertitude, c'est le problème de ce décalage entre le pouvoir de l'action technique ici et maintenant, qui crée de l'incertitude intrinsèque, parce que nous ne pouvons pas connaître toutes les conséquences. Quand j'ai parlé du risque et de l'incertitude, j'ai dit, voilà, pour le système climat, pour l'environnement, donc aussi, il y a ce type d'incertitude qui est fondamental, qui vient du fait que l'homme fait partie du système même, que l'observateur est à l'intérieur du système. Et donc, on ne peut pas appliquer juste de l'éthique conséquentialiste à cette question. Je n'ai pas développé plus, parce que bon, ce n'était pas le propos, mais un des problèmes fondamentaux, d'ailleurs, dont Jonas, à mon avis, parle trop peu, et Jonas fait une erreur fondamentale à la fin, pour moi en tout cas, en appelant à une éthique nouvelle. Je ne sais pas ce que c'est qu'une éthique nouvelle. Je ne sais pas comment inventer une éthique qui n'a jamais existé. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc là, je ne serais pas du tout d'accord avec Jonas sur ce plan-là, mais là où je serais assez d'accord, c'est que notre réflexion sur l'environnement est intrinsèquement liée sur la responsabilité devant l'écosphère, devant le système environnemental, est intrinsèquement liée. Alors à quoi? À cette notion dont je vous ai parlé à la fin, à la réversibilité. Parce que pourquoi ces questions sont pour nous plus prenantes en quelque sorte que les questions éthiques autour des nanotechnologies ou autour je sais pas, de la chimie par exemple, parce que notre action sur le système environnement nous échappe. On fait des choses irréversibles. Et en tant que philosophe, je dirais, voilà, la leçon de Jérémie, c'est que le grand concept de réversibilité est tout aussi important que les concepts que tout le monde peut citer, responsabilité, contrôle, perfectionnement, etc. Est-ce qu'on fait mieux, etc. Ça, tout le monde est capable. Par contre, il ne faut pas oublier le rôle que joue dans le jugement éthique la réversibilité. Une dernière question, Antoine. Oui, je trouve que votre exemple sur la grippe aviaire touche du doigt le problème de l'accessibilité justement aux données. Et j'ai l'impression que dans une recherche responsable, on est sans arrêt dans un dilemme, voire un paradoxe, savoir jusqu'à quel point il faut rendre notre connaissance accessible. Il y a une censure, comme vous avez dit, pour l'exemple de la grippe aviaire, mais je pense que travaillant au CEA et sur les nanotechnologies, vous êtes bien placé pour avoir un avis là-dessus. Bon, le problème dont vous parlez a un nom, qui est malheureusement en anglais, donc je me permets de le citer quand même. Ça s'appelle Publish or Perish. Bon, si vous êtes chercheur et vous avez fait votre travail, le couronnement de ce travail,
C'est une publication dans une revue scientifique. Vous êtes jugé là-dessus, vous êtes évalué là-dessus, votre salaire en dépend. Est-ce que vous allez avoir des thésards ou pas en dépend aussi, parce que tout le monde regarde ce que vous publiez. Si vous ne publiez pas, vous disparaissez. Vous n'êtes pas chercheur. Et de l'autre côté, la connaissance n'est pas quelque chose d'anodin. Dans beaucoup de domaines, rendre la connaissance publique peut poser des questions d'usage dual. Avant d'être un problème de sécurité, simplement l'usage dual est déjà un très grand problème. Et des technologies susceptibles d'être duales, alors à peu près toutes les technologies le sont. Dual, ça veut dire civil et militaire, ça veut dire pour le bien et pour le mal, c'est comme vous voulez. Hein, ça, donc on peut parler longuement de ce que c'est que la dualité des technologies. Et donc, exemple, en 2005, quand la même chose a été faite avec la grippe espagnole, c'était en 2003-2005, ils ont séquencé la grippe espagnole, ils ont publié le génome, personne n'a rien dit. Par contre, en 2011, a été formé aux États-Unis un comité qui s'appelle NSABB, donc un board de la NIH, de la National Institutes of Health pour la sécurité et la sûreté, qui a dit « Ouh là là, nous allons vous dire très exactement comment il faut censurer, ce qu'il faut supprimer ou pas de ces données-là. » Et la revue Science, qui en 2005 disait « C'est soit classé secret, défense, soit ça doit être public », en 2011-2012, la revue Science s'est parfaitement alignée sur la ligne de la NSABB. Alors, actualité française, vient d'être créé l'analogue de cette NSABB américaine en France. Et donc maintenant, en France, nous avons aussi un comité interministériel de la sécurité, biosécurité, etc., donc qui regarde, je ne sais plus quel exactement est l'acronyme de ce comité-là, qui regarde les questions de la recherche duale. Et donc nous pouvons nous attendre à ce que, disons, la liberté soit plus encadrée. Ça ne veut pas dire que ce sera du non partout, du non NON partout, mais ce sera peut-être proche du modèle actuel américain. Qu'est-ce qui s'est passé dans le modèle actuel américain avec la grippe? Avec la grippe, ils ont dit toute la recherche s'appelle gain of function research. Donc on gagne une fonction de plus. D'accord? Toute cette recherche doit être responsable. Ça veut dire qu'il y a des codes de conduite comme ça. Ça veut dire que vous devez faire une étude d'abord avant de vous lancer dans la recherche, etc. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent maintenant. Ils font de longues études des conséquences avant de faire quoi que ce soit. Et puis, bon, j'ai parlé de la grippe aviaire, mais je n'ai pas parlé de cette question qui est beaucoup plus fascinante, potentiellement dangereuse, personne n'en sait rien pour aujourd'hui, mais qui est dans tous les journaux, c'est CRISPR. CRISPR-Cas9 et toutes les technologies autour de CRISPR qui ouvrent des possibilités fantastiques. Et globalement, le débat sur la grippe qui était sur les unes des journaux il y a 2 ans, aujourd'hui est totalement disparu parce qu'il y a le nouveau débat sur CRISPR qui est arrivé. Et ça, c'est un grand incertain qui nous attend. Merci à tous, merci Alexis. Je vous encourage à poser d'autres questions à notre intervenant pendant la pause déjeuner, puisque nous ne voulons pas prendre trop de retard pour bientôt avoir le temps de discuter autour de la table ronde. Je vais vous présenter d'abord